Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le monde évolue à une vitesse vertigineuse. Il change, il se globalise de plus en plus et les enjeux géopolitiques aussi. Chaque État, chaque organisation intergouvernementale se préoccupe de ses intérêts et de l'avenir de ses peuples. Et l'Afrique alors? Quels sont ses défis, ses chances, ses vulnérabilités dans un environnement international sans pitié? Nos partenariats avec le monde extérieur nous sont-ils profitables? Protègent-ils nos intérêts et les intérêts de nos générations futures? L'Afrique face au défi géopolitique du 21e siècle, c'est l'ambitieux thème de notre rendez-vous politique de ce jour, un thème vaste, mais que nous essaierons de circonscrire sans fausse modestie et d'articuler autour de quelques interrogations que j'ai le plaisir, le grand plaisir d'aborder dans cette émission avec trois grands intellectuels africains. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, parfaitement au fait des enjeux géopolitiques de notre siècle, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont entre autres Stratégie du chaos et du mensonge, Poker, menteur en Afrique des Grands Lacs, publié aux éditions L'Érablière. Vous êtes également l'auteur d'autres livres, dont Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamahiriya arabe libyenne, ou encore, vous n'arrêtez pas d'écrire, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda. Interposez votre dernier livre pour titre Rwanda, malheur aux vaincus, publié aux éditions du Wari. Merci. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation. Professeur David Asiba-Johnson, vous êtes professeur des universités, ancien directeur de l'école de commerce de Clermont-Ferrand, mathématicien, économiste. Êtes-vous, entre autres, analyse politique? Vous aussi, vous êtes au fait des enjeux politiques, géopolitiques de notre siècle. Vous avez formé des générations entières d'Africains, d'Européens et plus encore. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Pour parler de notre beau et grand continent, l'Afrique. Un troisième professeur, Thierry Mouelet 2, vous êtes enseignant-chercheur, directeur et conseil en management stratégique, professeur de stratégie des organisations et d'économie internationale. Vous enseignez dans de grandes écoles et universités en Europe. Vous êtes par ailleurs historiographe, écrivain vous aussi de plusieurs livres, dont le recueil de poèmes Le souffle des saisons, édition CEP Cœur en poésie, et bien d'autres encore. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Thierry Mouelet 2. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Richard. Patrick Mbeko, commençons par vous. Vous faites partie de la délégation d'un pays étranger que je ne nommerai pas ici. Et vous allez à une négociation. Les enjeux sont importants. En face, vous avez une délégation africaine. Dans votre délégation, à vous, chaque mot est pesé, sous-pesé, chaque virgule est analysée. Mais en face, vous avez des négociateurs africains pas du tout préparés, pas du tout au fait des enjeux. Comment l'expliquer, Patrick Mbeko? Ça dépend de la culture. Je pense que ça dépend de la culture politique et diplomatique de chaque État. Si vous allez dans les pays anglo-saxons, par exemple, moi je suis au Canada, vous allez voir qu'ils ont une approche diplomatique, une culture diplomatique qui est très différente de ce qu'on peut observer dans les pays européens, encore plus différente de ce qu'on peut voir du côté africain. Alors, le constat qu'on peut faire déjà, que moi j'ai pu faire en observant la manière dont les Africains négocient sur la scène internationale, est qu'il n'y a pas de maîtrise suffisante des enjeux. Souvent, on y va parce que ça fait beau de paraître, de prendre des photos, mais les questions de fond ne sont pas souvent abordées. Ce qui fait qu'en face, vous avez des gens qui sont mieux préparés. On le disait d'ailleurs pendant qu'on discutait avant le début de l'émission. Oui. Je vous donnais l'exemple de la Corée du Nord. Quand Donald Trump a voulu rencontrer le président nord-coréen Kim Jong-un, la CIA, le psychologue en chef de la CIA avait préparé des fiches sur le président nord-coréen. Oui. Et ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas assez d'informations sur la personne de M. Kim Jong-un. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La CIA a envoyé une équipe en Suisse où le président
nord-coréen à étudier. C'est vrai à l'école secondaire. il a été étudiant à Genève. Exactement, ils sont allés là-bas, en fait, parce que ça leur permettait d'avoir une idée de la personne qui était en face et de la façon dont ils devaient amorcer les discussions. C'est important, ça. C'est très important, justement. Et c'est le rôle, d'ailleurs, des services de renseignement et de toute diplomatie qui se respecte. Quand nous allons dans des grandes négociations internationales, nous, on a tendance à les négocier simplement sur des questions qui nous concernent. On oublie qu'on négocie avec des individus, avec des gens qui ont une posture idéologique qu'il faut comprendre, de sorte à articuler une approche diplomatique qui puisse défendre nos intérêts. Il faut connaître son interlocuteur. Il faut. Son système de pensée. Exactement, son logiciel mental et intellectuel. Professeur David Asiba Johnson, vous l'avez souvent dit que nous souffrons d'un seul mal, le déficit stratégique, manque de vision stratégique. L'émission n'a pas pour but de toujours critiquer ou de dire que tout est négatif. Ce n'est pas ça le but de l'émission, sinon elle n'aurait servi à rien. C'est à la fois de comprendre les ressorts de notre particularisme, qu'est-ce qui fait que nous sommes comme nous sommes, et comment nous pouvons nous ajuster, nous arrimer aux enjeux géopolitiques de notre siècle. Professeur David Asiba Johnson. Merci à vous. Je voudrais introduire la discussion en citant ceci. Refusons de céder à ce chantage idéologique qui se perpétue aujourd'hui sous d'autres formes. Orwell nous lègue sa conception de la nuance comme franchise obstinée, avec pour corollaire ce principe si précieux. Jamais un désaccord ne devrait être tu. Jamais une vérité ne devrait être occultée, sous prétexte qu'en nommant les choses, on risquerait de se mettre à dos telle personne importante ou faire le jeu d'une idéologie funeste. C'est important, cette citation, pour que on nous écoute. On n'est pas là pour attaquer les États. Non. Nous sommes là pour accompagner. Bien sûr. Parce que il y a des problèmes importants qui nous concernent. Ces problèmes, c'est d'abord le survie de la race noire. C'est le problème important. La survie, vous voulez dire? Le survie de la race noire. Ah, d'accord. Oui, c'est d'abord le problème. Le survie. Ah, le suivi, d'accord. Le survie. D'accord. Le survie de la race noire. C'est le problème. Alors, vous êtes peut-être interpellé que j'introduise cela, mais vous avez des éléments. Quand on vous demande, par exemple, de jouer sur votre démographie avant de pouvoir accéder à des prêts, vous voyez qu'il y a des problèmes de ce type qui se présentent. Il faut nommer les choses, dites-vous. Oui, il faut les nommer. Il y a le problème de la survie de la race noire. Le second problème, c'est le problème de la souveraineté. D'accord. Ouais. Qui est une nécessité. On ne peut pas faire une économie. Ça joue un rôle fondamental également. Le troisième élément, c'est la sûreté de nos nations. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas négliger. Et le quatrième S, c'est toute la dimension qui est la spiritualité, mais qui est balisée ou trafiquée à travers des problèmes de religion, etc. C'est ça les 4 défis que nous avons, essentiellement. À les positionner. D'accord. Après, nous serons tout à fait d'accord, et je suis très heureux d'avoir mon collègue Thierry Mouelet avec moi, parce que nous allons pouvoir discuter de stratégie, et il a des outils. Quand je dis effectivement que l'Afrique souffre du déficit stratégique, je l'ai dit depuis plusieurs années, parce que quand vous faites en fait l'état des lieux, vous constatez, comme vous l'avez spécifié, nous disposons de presque toutes les ressources mondiales, nous avons été à l'origine de la civilisation, et nous sommes le dernier de la classe. Et si vous ajoutez à cela que lorsqu'il y a des conflits internes, nous ne soyons pas à même de pouvoir les résoudre, et que nous ayons à l'extérieur pour aller solliciter des forces qui nous méprisent, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Alors, je tenais à pouvoir rappeler cela. Alors, à titre de démarche stratégique, il est important de procéder à une analyse des acteurs et des facteurs, n'est-ce pas? Alors, ces facteurs, mais au préalable, il faudrait d'abord qu'on ait une vision. Une vision. L'Afrique n'a pas une vision, donc c'est le problème de se dire, mais où dédie-t-on aller? Et c'est dû à quoi, selon vous? Ah, effectivement, il y a plusieurs questions, plusieurs réponses.
mais nous sommes tenus de faire une rétrospective historique. Oui. Alors, la rétrospective historique, je vais faire l'économie de la période esclavagiste, la période coloniale, mais je vais me situer à partir de la première création d'une république noire, qui était celle de Haïti. Oui. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Haïti? Il faut le savoir. Les Haïtiens en finissent avec l'esclavage, n'est-ce pas? Et on substitue à cela une dette, on leur impose une dette coloniale qu'ils doivent payer pendant plus d'un siècle, n'est-ce pas? Les affranchis, les nouveaux affranchis. Voilà, et c'est pas terminé. Laissez-moi ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. C'est qu'il y a eu encore le braquage de la Banque centrale de Haïti par les Marines, des tonnes, n'est-ce pas? Et alors là, nous sommes en 1880, et quelque temps après, c'est 1884, le partage de l'Afrique. Donc vous voyez déjà le problème qui se pose. Et depuis lors, ça n'a eu de cesse que de s'inscrire dans cette dynamique. Et ça n'a pas changé. Nous avons fait des concessions qui étaient celles de participer à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale. En contrepartie, l'indépendance devait être accordée. Ouais. Et si vous regardez le contenu de l'indépendance, elle a été trafiquée parce qu'en fait, finalement, il s'agissait de maintenir l'Empire sous des conditions de ce que je peux appeler l'irréversibilité des avantages acquis. Après, pour chuter, on n'a pas la liberté de choix de nos dirigeants. Les dirigeants sont complices d'une situation contre les intérêts de leur propre peuple. Voyez-vous? Mais si vous faites le cumul de tout cela, vous comprenez que le manque de patriotisme, qui est la raison centrale, le refus de l'alternance démocratique qui joue un rôle, le refus de revenir à nos valeurs intrinsèques pour diriger l'orientation, n'est-ce pas, de nos choix, constitue effectivement un déterminant. Je crois que je vais laisser la parole à mon collègue qui saura rebondir. Ça rappelle un ancien chef d'État qui n'est plus aujourd'hui, qui disait que nos élites ont remplacé les anciens colons, que nos élites africaines sont devenues les nouveaux colons. Thierry Moëllet, on va faire un exercice dans cette émission. Oui. L'exercice, et je sais que votre profil et votre système de pensée nous permettra de comprendre cette image terre à terre que je m'en vais présenter. Peut-être que ceci explique cela. Quand tu vas dans un verger africain, quand tu vas voir un Africain qui cultive les fruits, tu lui demandes une mangue, il t'en donne pas une, il t'en donne 10, il te propose, si tu veux pas de goyave, si tu ne veux pas de l'ananas, si tu ne veux pas autre chose. Et avec le sac vide que tu es rentré, tu sors avec ton sac plein. L'homme occidental, quand tu lui demandes une mangue, lui, il pense à la rentabilité, à ce qu'il a investi pour produire ses fruits. Et il te dit, ça coûte 1 euro. Si tu as 90 centimes, il ne te donne pas. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas notre nature à nous qui fait que, dans les négociations internationales, nous ne sommes pas portés sur l'esprit rentabilité, mais puisque nous sommes mus par d'autres convictions qu'on ne retrouve pas chez l'homme occidental. Parce que je pose cette question, pourquoi? Il ne s'agit pas de critiquer les Africains ici. Il s'agit peut-être de nous connaître, de nous découvrir, de voir nos systèmes de pensée, et que c'est peut-être nos systèmes de pensée qui jaillissent dans les négociations internationales, telles que l'a dit le géopolitologue congolais Patrick Mbeko. J'essaie juste de comprendre. Oui, le problème que vous posez est un problème anthropologique, un problème de vision et de valeurs. Malheureusement, l'exemple que vous prenez, vous mettez l'occidental au centre de la réflexion. Alors non, l'africain. Oui, allez-y, oui. Je réitère. Je suis dans une approche comparative. Vous mettez l'occidental au centre de la réflexion parce que c'est son système à lui. Et ce système nous a été greffé par l'acte colonial et nous donnons l'impression que nous faisons partie intrinsèque de ce système alors qu'en réalité, nous n'en maîtrisons pas
les leviers. Mais dans la globalisation, nous y sommes. Donc, lorsque vous me dites l'Africain donnera plusieurs fruits, l'Occidental donnera un fruit à la valeur, n'est-ce pas, que ce fruit représente, et pas moins et pas plus. Oui. C'est le rapport à la matière qui n'est pas le même. Le rapport à la matière qui n'est pas le même entre l'Occidental et l'Africain. L'Africain a ceci, bon, dans la globalité de l'approche, l'Africain a ceci d'intrinsèque, que ce n'est pas la matière qui compte, c'est le sourire qui peut générer sur le visage de l'autre, c'est-à-dire la recherche de l'équilibre et la satisfaction. Mais l'occidental cherche son intérêt. C'est ça. Malheureusement, lorsqu'on arrive dans des espaces de négociation, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'est pas préparé à savoir que nous allons dans un système qui n'est pas le nôtre. Et que la matrice de négociation, c'est-à-dire la matrice stratégique qui doit être la nôtre, parce que la négociation est une science. Bien sûr. Est une science à part entière dans non seulement le commerce international, l'international business, c'est le commerce international, la vente, l'achat, et tous ces paramètres sont des paramètres que nous devons avoir présents à l'esprit lorsque nous allons dans des forats qui ne sont pas des forats conçus par notre anthropologie, notre vision du monde, notre cosmogonie. Lorsque nous arrivons dans ces espaces-là, nous sommes africains ou nous sommes occidentaux? C'est la question qu'il faut se poser. Dès que nous avons nos paramètres et nos dimensions culturelles qui sont les nôtres et que nous devons mettre sur la table ou mettre entre parenthèses, nous devons opter pour des choix stratégiques. Donc toute négociation, comme l'a dit M. Ndekou tout à l'heure, appartient d'abord à une nomenclature stratégique qu'on fixe au préalable avant de sortir de sa case pour aller dans la case de l'autre ou de sortir de sa case pour aller dans la cour du voisin. Donc la négociation est une science et ça prend. Il y a la dimension non seulement psychologique, mais il y a la dimension de ce qu'on appelle les facteurs culturels. Donc les dimensions culturelles. Il y a des théoriciens comme Get Hofstede qui ont théorisé sur la culture des nations, qui permet de donner à tout négociateur des éléments qui permettent ou bien qui l'aident à savoir que je m'en vais rencontrer une personne sur ces 6 dimensions qui commencent d'abord, par exemple, par appelons ça quoi, la propension au temps long ou au temps court, la masculinité ou la féminité, des éléments qui permettent de savoir dans quelle culture je suis en train d'aller intervenir, quelle est, appelons ça quoi, des discrepancies, c'est-à-dire le gap, l'espace, la différence, le fossé entre cette culture et la mienne, et quels sont les points de convergence qui nous permettent de pouvoir avoir des passerelles pour qu'on se comprenne. Mais si on arrive dans une négociation juste parce qu'on veut aller peut-être se faire voir et dire qu'on y était, si vous regardez les accords ACPCE qui se sont passés, je crois, les derniers, pour ce que j'ai en esprit, c'est en 2011 à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce genre de fora? Il s'est passé que personne ne comprenait ce que les Occidentaux étaient en train de pousser en avant, notamment l'Union européenne, par rapport aux données que les Africains avaient comme données substantielles pour leur survie, notamment la pêche, notamment l'accès aux matières premières, etc., etc. Juste parce que les Africains n'ont pas encore compris que la modernité a structuré toutes les données scientifiques, toutes les données de l'existence, pour en faire des sciences spécialisées. Donc, quand on veut aller négocier, il faut avoir des négociateurs professionnels qui maîtrisent les dimensions culturelles, qui maîtrisent les facteurs psychologiques, qui maîtrisent celui qui est en face, qui il est, quel est son substrat culturel. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi ses intérêts? Et au-delà de ses intérêts, c'est des éléments basiques. Sinon, vous perdez à tous les coups parce que vous ne maîtrisez pas ces éléments. Il y a un élément important, de mon point de vue, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais un élément important, c'est que vous allez négocier pour défendre quelle vision de vos intérêts. Absolument. Parce que si, au fond, moi j'ai retenu quelques mots, vision, intérêt, stratégie. Mais c'est quoi la démarche stratégique? C'est un processus. C'est ça. En fonction des enjeux que l'on définit à court, moyen, à long terme, et des intérêts qui sont les nôtres qu'on veut défendre. Maintenant, quand nous allons négocier, nous allons pour défendre quoi? Il faut avoir une vision de départ, au départ. Mais si on n'a même pas de vision, on va négocier parce qu'il faut parler des minerais comme chez nous. Oui. En RDC, bon, on a du cobalt, on va aller parler de cobalt. Mais au fond, qu'a fait la Chine? Il y a eu la révolution culturelle en Chine. Donc le retour, exactement, il y a d'abord ce retour sur soi-même. Mais les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont pratiqué le capitalisme avec les règles du Parti communiste. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils Et là, savaient... c'est la révolution de Deng Xiaoping. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que les gens, ils ont fait appel aux intérêts occidentaux. Mais ils avaient une vision de ce que devait être le développement de la Chine. Ils ont étudié aussi Absolument. les Occidentaux Absolument. dans leurs interactions. Et c'est là où il y a un problème du côté africain. Parce que nous sommes dans un monde qui a été effacé. D'une certaine manière, nous sommes le produit d'une certaine colonisation. Oui. Quand vous regardez l'évolution du monde, c'est même en Europe, même en Occident, et aujourd'hui on voit les États-Unis vouloir, entre guillemets, coloniser des pays comme le Canada ou le Groenland. On le voit. C'est dans la nature de l'être humain. Mais nous devons quand même définir les priorités qui sont les nôtres. Et moi, de mon point de vue, nous n'avons jamais su ce que nous voulons en tant qu'Africains. Nous sommes dans un mimétisme un peu bizarre. Nous copions des choses. Nous sommes des êtres hybrides, en réalité. Pour aller dans le même sens, peut-être qu'il faudrait d'abord un préalable. Professeur, donnez-moi 2 secondes. Un préalable qui est d'abord celui de l'unité. Parce que si on parle toujours à chaque fois de l'Afrique en tant que... une entité homogène, on oublie qu'il y a des disparités et il y a beaucoup d'Afrique dans cette Afrique dont on parle. Si on ne se met pas d'accord sur une vision, parce que pour toute stratégie, il faut d'abord une vision. Donc la vision me permet de chercher des moyens qui vont séquencer les actions par rapport à ces actions, les buts que je vais atteindre et la temporalité pour atteindre ces buts. Si on n'a pas ce genre d'éléments, il serait très difficile de pouvoir avoir cette Afrique idéale qu'on a dans nos têtes et qui va aux négociations de manière disparate. Le Zimbabwéen ne va pas réfléchir comme un Burkinabé, le Burkinabé ne va pas réfléchir comme un Camerounais, le Camerounais sera très différent du Nigérian et du Togolais. Mais ce n'est pas spécifique à l'Afrique, ça aussi. Oui, mais le problème, c'est que nous sommes ici pour parler de nous. Ah, mais on est d'accord. Allez-y très rapidement. Je voudrais dire quand même quelque chose. Vous savez, il ne faut pas réinventer la roue. Ces situations ont été déjà étudiées. Moi qui fais des modèles mathématiques, on appelle ça la théorie des jeux. Oui. Dans la théorie des jeux, nous identifions les acteurs et dans les jeux, nous savons ce qu'on appelle un équilibre de Nash. Vous avez des jeux à somme positive, des jeux à somme nulle et des jeux coopératifs. Donc, quand on prend un équilibre de Nash, qui a été bien formalisé, pour lequel d'ailleurs Nash a eu un prix Nobel de l'économie, c'est-à-dire que je dois anticiper, n'est-ce pas, la vision que l'autre a par rapport à un objectif que j'ai défini préalablement. C'est ça. Alors, le problème du continent africain, c'est qu'il fasse l'économie de ces outils qui sont à portée demain. Vous avez évoqué le cas de la Chine, vous avez évoqué le cas de on peut évoquer le cas de la Corée du Sud, ou le Japon, par exemple. Ce que le Japon a mis en œuvre au départ, par la période de Meiji. La révolution Meiji. Le Japon était conscient de son retard. Et il a dit, la variable stratégique, c'était la technologie. Et à ce titre, qu'a-t-il fait le Japon? Ils ont envoyé des Japonais au niveau de l'Allemagne pour étudier la technologie allemande, étudier les mathématiques et revenir s'adapter pour lancer l'école mathématique japonaise. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'on peut appeler le benchmarking. Le benchmarking permet justement l'identification des meilleures pratiques et à partir de cela, définir une orientation par rapport à une cible et faire rapidement ce que j'appelle le rattrapage technologique dont nous souffrons. Ça nous fait une très belle transition, mais avant, on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de notre émission. Merci. Deuxième partie de notre rendez-vous politique, le numéro de ce jour consacré à une thématique importante, les grands défis géopolitiques du XXIe siècle auxquels fait face le continent africain. Nous avons esquissé essayé de faire un décryptage et une sorte de diagnostic dans la première partie de notre émission. Professeur, vous vouliez compléter quelque chose rapidement à votre propos avant que je ne passe je voulais aux dire autres que nous sommes à une période où nous pouvons tirer l'avantage de ce qu'on appelle l'avantage du dernier entrant. Parce que
Il y a beaucoup d'expériences qui ont été élaborées et à travers ce que j'appelle le benchmarking, par exemple, j'ouvre une petite parenthèse, mais vous savez que la Chine s'est fondée sur l'expérience que le Japon avait menée initialement. Oui. La Corée du Sud a suivi le Japon en termes d'appropriation technologique et puis de stratégie de développement. Et la Chine s'est dit, ben effectivement, je ne peux pas être le dernier de la classe. Je vais regarder quel est le cadre stratégique qui va me permettre de pouvoir évoluer en faisant en même temps le libéralisme tout en étant également du capitalisme d'État. Donc, ce qui a été important, c'est que Deng Xiaoping a dit qu'un chat soit blanc ou jaune ou noir, c'est pour dire que le capitalisme fonctionne d'une certaine manière, etc. Mais ce qui est assez important, Deng Xiaoping qui disait lui-même, je n'étais pas un grand intellectuel, mais j'ai bien la connaissance, effectivement, de territoire, etc. Il a dit, en fait, nous allons faire, en fait, de manière incrémentale, progressive, des réformes, et ça aboutit à la chose suivante, je chute, 30 ans pour sortir 800 millions de Chinois. Voilà. Donc vous nous avons cette possibilité. Vous êtes en train de dire que nous ne partons pas du néant. Je chute. Nous avons cette possibilité assez rapidement, n'est-ce pas, pour dire que le problème, ce n'est pas tellement un problème géopolitique. La géopolitique, c'est une composante du management stratégique des nations. Oui. Ce dont nous devons travailler, c'est le management stratégique des nations. C'est le management stratégique. C'est cela, la suprématie. Oui. L'historiographe... C'est du temps perdu. Tout à fait. L'historiographe Thierry Moëllet est avec nous, mais la problématique reste encore complexe, Thierry Moëllet 2. Oui. Quand on part de l'analyse de Samuel Huntington dans le Clash of Civilizations, qui consacre une influence mécanique, une domination mécanique, on va dire, de la civilisation occidentale sur notre civilisation à nous, on peut alors se demander comment dans un monde qui se globalise, où nous ne sommes pas ceux qui ont défini, vous l'avez dit, les règles et les principes qui font régir ce monde globalisé, comment on arrive tout en étant nous-mêmes à imposer, ou du moins à faire valoir ce que nous sommes, ce que nous voulons et les intérêts à long terme. Bon, déjà, parlons du principe, je reprends la formule du professeur Johnson, que l'Occident a l'avantage de dernier entrant. Parce que de toutes les civilisations, c'est la plus récente. Oui. Et comme c'est la plus récente, elle a eu le temps de faire le benchmarking, donc l'analyse comparative, qui permettent de chercher le best in business, donc le meilleur dans l'affaire de cette question de stratégie ou de géostratégie, ou même, parce que moi je préfère généralement parler de géostratégie que de géopolitique, parce qu'il s'agit de la guerre des nations. On s'entend là-dessus. Voilà, donc cette affaire nous ramène à aller chercher les éléments qui nous permettent d'être d'abord nous-mêmes. Pour être soi-même, il faut d'abord se connaître. Qui sommes-nous aujourd'hui lorsque nous posons le visage de l'Africain sur une table réflexionnelle? Qu'est-ce que nous avons en termes de renvoi d'image? Est-ce que nous sommes africains? Est-ce que nous sommes occidentaux? Est-ce que nous sommes orientaux? Ou nous avons un hybridisme innommable qui nous permet même pas de savoir... C'est quoi votre réponse? Alors, la réponse, c'est qu'il faut d'abord retourner, aller chercher qui nous sommes. Oui. C'est pour cela que, de manière intrinsèque, un peuple qui ne se connaît pas et qui n'a pas la globalité de son identité maîtrisée par lui-même est un peuple qui se perd dans des tribulations qui lui perdent du temps. Comme a dit le professeur tout à l'heure, c'est une perte de temps que de croire que si nous n'avons pas la souveraineté, nous pouvons réfléchir pour notre devenir. C'est impossible. Si les paramètres de développement, les priorités de développement sont fixées par d'autres, et grâce à la démocratie, où on a souvent des médiocres au pouvoir, imposés à ces médiocres, tout le monde, hein. Je dis grâce à la démocratie, où nous avons souvent, je n'ai pas dit toujours, nous avons souvent des médiocres au pouvoir, nous avons justement cette priorisation de ce qui est bon pour nous fixée par quelqu'un d'autre. Donc, au bout du compte, vous demandez aux Africains de concevoir une voiture avec les roues sur la toiture. Oui. Pourquoi vous ne lui demandez pas déjà, premièrement, de concevoir son modèle de transport et qu'il lui soit propre avec ses propres... pour répondre à ses propres besoins, ses propres paramètres, sa propre vision. Vous voyez que chaque fois, je reviens toujours sur ce paramètre anthropologique que nous appelons la cosmogonie, la vision du monde. Quelle vision avons-nous de l'existence, de l'existence? Où voulons-nous aller? Premièrement, si on doit savoir où nous voulons aller, posons-nous la question, qui sommes-nous? À quelle
appelons ça quoi, priorité, voulons-nous répondre? Et cette priorité, elle est ancrée dans quelle sorte de matrice? Et la matrice en question, quel est son contenu? Et si nous n'avons pas ce genre de questions de réflexion stratégique, vous allez me dire, ça a l'air théorique, mais c'est la théorie qui crée la pratique. C'est la théorie si on ne fait pas un champ théorique bien précis, un champ théorique bien précis, où la question de l'unité africaine est centrale, nous allons nous disperser en conjectures et au bout du compte, nous n'aurons aucune réponse. Nous devons donc, pour chuter, nous devons, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, faire un point. Il est urgent que les Africains arrêtent, n'est-ce pas, de marcher la tête en l'air, voilà, les pieds au sol, et ne touchant rien. C'est très clair, il faut faire un point. Et le point en question va commencer par, n'est-ce pas, des ensembles régionaux. Il faut que, par exemple, comme ce que nous avons en Afrique de l'Ouest avec l'AES, ils ont l'occasion stratégique aujourd'hui de poser les paramètres de développement qui leur soient endogènes. Et où le principe de la spiritualité qui conduit toutes les matrices de développement et de changement dans les sociétés sera central. Si on ne va que sur le côté de la matérialité de la vie dans nos sociétés, nous avons tout faux parce que nous serons influencés par la matérialisation de la vie du côté occidental et oriental. Patrick Mbeko, en attendant de trouver réponse aux questions que pose Thierry Moëlé II, en attendant de faire ce cheminement intellectuel, psychologique et mental qu'il propose, il y a la vie courante qui continue. Demain, des contrats vont être signés, tout comme d'autres ont été signés hier, qui conditionnent ou ont compromis nos vies sur 50 ans, etc. Sauf que le cadre cognitif, on ne l'a pas encore. Il parle de grands ensembles, il donne l'exemple de l'AES. On va voir dans la durée. L'Union africaine ne sert plus aujourd'hui de cadre cognitif. Peut-être que c'est des émissions comme ça qui nous servent de cadre cognitif pour voir de quoi nous souffrons, de quoi nous sommes capables et ce que nous pouvons faire. Mais pour être plus concret encore dans cette émission, parlons de nos partenariats avec le monde extérieur. Quand on prend aujourd'hui la gestion de nos ressources matérielles et minières, minéralières, etc., la GKMIN au Congo, la Petrosi en Côte d'Ivoire, la FSNP au Congo-Brazzaville et la NNPC et CP au Nigeria, les contrats, quand vous les voyez, ils sont totalement asymétriques. Vous avez des compagnies, des multinationales qui viennent, qui vous donnent 10% de vos ressources naturelles quand ils les exploitent, pour certains, 20% pour d'autres. Comment on fait pour sortir de là et pour que nos ressources nous servent véritablement? Mais moi, je pense que c'est un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est une question de vision. Vous êtes allé négocier pourquoi? Quelle était la finalité de la manœuvre que vous avez entreprise vis-à-vis de ceux qui sont en face? C'est ça la vraie question de fond. Si vous allez négocier parce que vous voulez avoir des Occidentaux chez vous et permettre aux dirigeants qui sont là de se remplir les poches, c'est une chose. D'ailleurs, la plupart des contrats ont été signés dans ce cadre-là. Si vous prenez le cas du Congo, quand on a signé le contrat avec la Chine, vous vous rappelez au début, mettons les Occidentaux de côté. Quand les Chinois reviennent, parce qu'ils ont toujours été là en fait, au début des années 2000, qu'est-ce qu'on a dit? Les Chinois sont mieux que les Occidentaux. Ouais. C'est comme ça. Avec on va faire win-win. Oui, nous sommes allés du principe que les Occidentaux ne sont pas gentils, nous allons traiter avec les Chinois. Mais nous n'avons pas défini quelles étaient nos priorités et quelle était la vision qui était la nôtre. De sorte que nous avons commencé à discuter avec les Chinois sur la base de ce que nous avons fait avec les Occidentaux. Et au final, nous sommes pleins de Chinois aussi. Nous avons dit que les Chinois sont même parfois pires que les Occidentaux, alors qu'en réalité, ils sont pareils, ils sont venus défendre leurs intérêts. Et nous qui ont négocié en notre nom. Parce que, je crois, je ne sais pas si c'est le professeur ou vous qui avez parlé des dirigeants qui sont là, mais qui ne sont pas choisis par le peuple. Il y a tout ça aussi. Mais en réalité, quand on regarde bien ce qui se passe chez nous, il y a un vrai problème de vision et de déficit de pensée stratégique. Parce que tout ça, tout ce que nous avons dit se résume en une phrase. C'est un déficit de pensée stratégique. Et vous avez dit une chose que j'ai beaucoup appréciée. C'est la pensée qui précède l'action. Il faut apprendre ça aux Africains qui sont... Et en même temps, il y a la vie courante qui continue, mais il faut avoir les personnes qu'il faut, place qu'il faut, et des personnes qui comprennent les enjeux en présence. Parce que nous allons négocier en ne comprenant même pas les enjeux en présence. Prenons aujourd'hui le cas de la RDC. Oui. Vous avez aujourd'hui, moi je suis originaire de la RDC, oui. Je regarde ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis actuellement, sur la question des terres rares. Oui.
Ok, je regarde ça en étant congolais d'origine et sachant que le Congo est un pays extrêmement important, je comprends déjà que cette guerre-là va finir au Congo. Et quand vous êtes un pays important, vous comprenez cela. Mais même ça, on ne comprend pas. Mais quand on va négocier comment? Nous allons, excusez-moi l'expression, nous avons tendance à aller nous prostituer auprès des autres. Et nous choisissons le bon, ce que les anglophones appellent pimp, le meilleur pimp, c'est lui qui va payer mieux. On ne peut pas négocier dans ces conditions. Quand vous n'avez pas de vision, quand il y a un déficit de pensée stratégique, on arrive aux situations que vous venez de décrire. On va hypothéquer nos ressources naturelles pour des gains qui sont parfois insignifiants et qui vont quand même faire l'affaire de l'élite au pouvoir, de l'élite comprador au pouvoir. Parce que les gens qui sont à la tête de la plupart de nos pays n'ont pas été choisis par nous. Ouais. Et ça, c'est une réalité qu'il faut garder à l'esprit. Et justement, pour chuter, il ne faut pas oublier qu'au sortir de la guerre mondiale, parce que je suis en train de travailler sur ça actuellement, je suis en train de lire des archives américaines. Quand vous voyez comment les États-Unis ont pensé l'après-guerre, ils ont commencé à penser l'après-guire dès 1941. Absolument. Il y a eu un groupe de travail autour du président Roosevelt, bien sûr. Qui a pensé l'après. En fait, ils ont pensé tout ce que nous observons aujourd'hui a été conçu par un groupe de gens, une dizaine de personnes autour du président Roosevelt à partir de 1941. Ouais. Et il y a des gens. C'est très intéressant. Oui, parce qu'il y a des gens. Quand vous lisez ces documents, c'est stupéfiant. Comment ils ont créé l'ONU, comment ils ont créé le FMI, comment ils ont créé la Banque mondiale et comment ils ont créé toutes les institutions qui vont accompagner le nouvel ordre mondial qui a été mis en place par les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle les Occidentaux ont tendance à dire que la Russie et la Chine sont en train de remettre en question l'ordre mondial. C'est très intéressant. Quand on dit l'ordre mondial, c'est un ordre occidental construit par les États-Unis avec des satellites autour. Mais cela n'a pas empêché des pays comme la Chine de profiter de cet ordre mondial pour avancer leur propre carte et leur propre pion. Et c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites que l'attaque du Pearl Harbor du 7 décembre 1941 a été du pain béni. Oui, mais pour les justement, Américains. Quand vous regardez, parce que je suis en train de regarder ces documents-là, je vous dis que c'est stupéfiant de voir comment, même avec l'Allemagne nazie, il ne faut pas oublier qu'on faisait la guerre à l'Allemagne nazie tout en commerçant avec lui, avec elle. Et en récupérant après leur scientifique. Exactement, et on l'a récupéré. Les ingénieurs. Il n'y a pas que les Américains qui l'ont fait, les Britanniques l'ont fait, les Français aussi l'ont fait. Bien sûr. Et pourquoi on a récupéré les ingénieurs? Parce qu'ils savaient que l'Allemagne avait une avancée, avait des ingénieurs qui étaient très bons au niveau militaire. On les a utilisés, ça faisait partie de leur façon de voir le monde. Ils font partie d'ailleurs de ceux qui ont travaillé sur la bombe. Exactement. Les deux bombes qui ont pulvérisé les deux villes de Nagasaki et Hiroshima. Absolument. Professeur. Je voulais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que la meilleure façon, ou une des façons de comprendre cette situation crisistique que nous vivions, c'est d'abord aussi de savoir quelles étaient les stratégies de développement qui étaient en cours il y a une soixantaine d'années par rapport au continent africain. Si vous ne faites pas cette rétrospective stratégique, on ne peut pas avancer. Et il y a 4 stratégies fondamentales, stratégies de développement qui étaient retenues. Il y a l'import-substitution, n'est-ce pas? Il y a la stratégie de l'industrie lourde. Il y a la stratégie en fait, de la promotion des exportations qu'a adoptée la Corée du Sud. Et il y a la stratégie, la dernière, qu'on appelle l'investissement étranger. Tout ce qui s'est passé au niveau du continent africain, c'était un investissement étranger. Tout à fait. Et dès lors que c'est de l'investissement étranger, on n'avait pas la maîtrise des ressources, des biens qui devaient être valorisés. C'est la multinationale qui décidait de quoi il en retourne. Professeur, ça a d'ailleurs donné un phénomène qu'on a appelé les éléphants blancs en Afrique. Absolument. Donc oui, il est important. Et qui nous a endettés sur endettés jusqu'à aujourd'hui. Donc je reviens toujours sur le fait que lorsqu'on a étudié correctement la stratégie et qu'on l'a enseignée et qu'on la pratique, et que même dans sa naissance aux États-Unis, n'est-ce pas, c'est d'identifier des obstacles majeurs, importants, qui font que les choses ne marchent pas. Donc, je vais chuter, permettez-moi. Alors, l'Afrique n'avait pas le choix à un certain moment. Elle n'avait pas le choix parce qu'ils n'étaient pas formés. Et puis par ailleurs aussi, c'est qu'elle n'a pas pris la décision de dire « je fais le break » pour dire comment va-t-on s'y prendre pour justement essayer de trouver une voie qui serait une voie sereine. Et jusqu'alors, nous ne le faisons pas. On est dans une situation où tout simplement les experts de la Banque mondiale viennent et disent
ah, le plan de développement, vous allez faire telle et telle chose, etc. Non. Alors, je vais citer quand même Diop. Diop disait la chose suivante. Mais s'agissant de nos minerais, tant que nous n'avons pas la maîtrise complète de pouvoir les valoriser, laissons-les sous terre. Donc la première chose consiste à dire je forme du capital humain par la maîtrise des sciences et des technologies. Et secondo, je ne vendrai que tout simplement des excédents, mais en ayant valorisé in situ les biens qui sont les miens. Professeur, c'est justement sur ça que je voulais... Je vais nuancer. Je suis d'accord avec les propos du professeur, mais je vais nuancer en ce qui concerne les investissements étrangers. Parce que la Chine en a bénéficié. C'est vrai. Mais les Chinois avaient une vision. Quand ils ont fait appel aux capitaux étrangers, ce n'était pas pour se faire dicter des choses par l'Occident. C'était de créer un cadre chez eux qui allait permettre d'attirer ces capitaux étrangers, mais selon les règles, encore une fois, du Parti communiste. Et cela, je vous rejoins d'une certaine manière. Puisque le transfert de technologie, moi j'ai suivi justement récemment, les Occidentaux parlaient de la question des transferts de technologies avec les Chinois. C'est quand même paradoxal, alors que pendant très longtemps, quand on parlait de transfert de technologie, c'était les Occidentaux qui apportaient la technologie et c'était les autres qui suivaient. Mais aujourd'hui, les Occidentaux disent que dans certains accords avec les Chinois, il faut qu'il y ait un transfert de technologie, c'est-à-dire une inversion. L'Europe est allée en Chine pour prendre la poudre. Ça je comprends. Mais si on veut être pratico-pratique, ces dernières années, en fait, ce qu'ils ont fait les Chinois, et là, je suis totalement d'accord avec vous, mais sur la question des investissements étrangers, bien sûr, pour moi, c'est important. Ouais. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que vous avez défini comme vision pour vous-même. Si on fait appel aux investissements étrangers, c'est pour quelle finalité? Est-ce que c'est pour se faire dicter des choses, des volontés qui viennent d'ailleurs? Si vous prenez le cas de l'aide au développement, par exemple. C'est ça. On a oublié que l'aide au développement est un élément stratégique de la guerre froide, utilisé par les Occidentaux pour empêcher... Mais il y avait des gens qui étaient contents, jusqu'à ce qu'il y ait des penseurs africains qui commencent à se dire mais attends, cette aide-là est assez bizarre, c'est une drôle d'aide. Sur les investissements étrangers, c'est la même chose. Le problème, c'est que nous avons un problème de gouvernance chez nous. Oui, les gens apportent des capitaux étrangers arrivent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et de définition des priorités. Mais oui, qui définit les priorités? J'ai vu, comment il s'appelle, je parle sous le contrôle, du professeur, en Bolivie. Quand c'était qui Chavez. Non. En Bolivie, celui qui avait imposé. Je sais qu'en Bolivie, les multinationales recevaient, je crois, 80%, et puis l'État, 20%. Et quand il est arrivé, il dit non, ça ne marche pas. Morales, non? Morales. Il a inversé la tendance. Il l'a fait. Parce qu'il y avait une vision, ils ont dit, mais il y avait une volonté politique. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Je vous dis, quand on négocie avec les Chinois, c'est en fonction de ce que nous avons fait avec les Occidentaux. Puisque les Occidentaux nous ont donné $100, si la Chine nous donne 1000, c'est que les Chinois sont les gentils. Alors que les $100 ne valaient rien, les $1000 ne valent rien du tout, peut-être que vous valez 1 million ou 10 millions. Et c'est ça tout le problème aussi. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand on revient sur la question essentielle, pourquoi négocie-t-on? Comment négocie-t-on? Pourquoi? Pourquoi? Deux mots. Pourquoi? Pourquoi? Un seul mot. Et comment? Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une vision, un but, un objectif à atteindre. Le problème, c'est que nous n'avons pas l'initiative stratégique. Ce n'est pas nous qui initions les processus, que ce soit de développement ou que ce soit de négociation. Pourquoi? Parce que, en fait, nous n'avons pas compris l'essentiel. C'est d'abord, premièrement, l'accès à la connaissance et aux technologies. Tant que nous avons des négociateurs, tant que nous avons des investisseurs, ou alors des gens qui viennent avec des capitaux étrangers, on appelle ça NDIs en anglais, donc quand on vient avec tous ces éléments et que nous n'avons pas en face des gens qui maîtrisent des mécanismes d'investissement, de développement, basé non seulement sur la démographie, qui comprend donc effectivement aussi ce côté du développement humain dont a parlé le professeur Johnson, on a tout faux. Ça veut dire quoi? La chose centrale pour les Africains, d'aujourd'hui comme de demain, c'est la connaissance. C'est l'éducation. C'est l'accès à une éducation de qualité. C'est un point très, très important. Extrêmement important. Absolument. Parce que c'est là où les pères fondateurs, entre guillemets, africains, ont été biaisés parce qu'ils n'avaient pas, et on peut le leur concéder, mais aujourd'hui, nous avons des Africains qui sont formés dans tous les domaines, y compris théoriques. Pourquoi ne sont-ils pas appelés à la table stratégique où on peaufine, où on matrice tout? Belle interrogation. C'est ce que la Chine a fait. Que nous allons aborder dans la troisième partie de notre émission.
Après une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Troisième et dernière partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré à un thème extrêmement intéressant, l'Afrique face aux grands défis géopolitiques et géostratégiques du XXIe siècle. Mes trois intellectuels africains sont avec moi. Nous avions fini la deuxième partie avec une interrogation, Thierry Moelle, très intéressante. Il y a quelques jours, le président du Burkina Faso nous dit avoir ordonné au professeur d'économie du Burkina Faso de produire des modélisations à partir des réalités africaines, qu'il n'y a pas de raison que nous continuions de perpétuer les savoirs, les modèles, les théories qui ont été fabriqués par les Occidentaux. La vraie question, et vous le souleviez, et le point important, c'est l'accès à la connaissance. Qu'est-ce qui fait que, depuis 1960, nous n'avons pas imaginé d'autres systèmes éducatifs pour que nos enfants, puis ça fait 60 ans maintenant, les enfants que nous formons ou que nous avons formés puissent être en phase avec nos réalités. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez encore des Africains qui vendent leurs biens pour venir faire une thèse sur Balzac en France, ou sur Voltaire, ou une thèse en sociologie sur Émile Durkheim ou Auguste Comte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoutez, Richard, vous posez une question centrale, qui est un trigger factor, c'est-à-dire un facteur déclencheur, ouais, voilà, qui permet de revenir à la question essentielle. Qui sommes-nous? Yeah. Bon, maintenant, si on dit qui sommes-nous, ça a l'air simple. Le problème, c'est, sommes-nous souverains, sommes-nous indépendants? La question de l'accès à la connaissance qualitative est une question sociologique et anthropologique. De quoi avons-nous besoin pour être quoi? Oui, c'est ça. Donc, lorsque nous nous posons ce genre de questions, ça suppose déjà que le contenu, la substance que nous mettons à la disposition de nos enfants est une substance endogène. Il y a déjà des savants qui ont travaillé, des savants africains qui ont travaillé sur la question de modélisation à la fois de l'économie. Je vous citais la dernière fois Mbok Bok Basson, oui, qui a travaillé sur l'économie africaine et qui peut sortir, n'est-ce pas, l'Afrique de l'ornière en essayant non seulement de ralentir, mais peut-être même de quitter le chemin d'une économie et d'une vision de la transformation des sociétés basée essentiellement sur le matérialisme dialectique. Donc, une fois qu'on a posé ce genre de problème dès l'initiative, dès l'initiation, dès le début, on est en capacité de se dire, ben voilà, nous avons notre identité, nous avons notre vaste passé historique. Qu'est-ce qui nous donne? On n'a pas quand même pu bâtir des pyramides depuis la base, n'est-ce pas, de l'origine du Nil jusqu'au niveau de la Méditerranée. On n'a pas bâti tous ces temples, ces monuments sans la connaissance scientifique et rigoureuse. Absolument. Ces monuments qui aujourd'hui restent encore à la disposition de qui veut les voir. Cela veut dire quoi? Il faut se décomplexer. Il faut repartir à l'initiative anthropologique, sociologique et scientifique proprement africaine. Je le disais dans une capsule que vous avez bien voulu présenter au téléspectateurs il y a quelques jours. Dans l'éveil panafricain. Dans l'éveil panafricain, je disais, il faut absolument recodifier le mental collectif africain. Cela se fait par le courage politique de... Oui, bien sûr. Si nous ne pouvons pas, puisque le quotidien nous interpelle, il y a de l'eau qui manque, il y a... c'est pas l'électricité qui fait défaut, il n'y a pas d'hôpitaux, mais il faut des cercles de réflexion stratégique qui proposent, en parallèle à l'évolution de la vie du quotidien, aux dirigeants, des solutions qu'on peut intégrer par voie de ce qu'on peut appeler l'intégration verticale dans le corpus, n'est-ce pas, des stratégies qu'on met en place. Et je suis totalement d'accord avec lui, et même sur la formation, je reviendrai, mais ce qu'il dit est fondamental. Vous allez aux États-Unis, allez voir le nombre de think tanks qui existent. Oui. Vous regardez la guerre en Iran, vous regardez la guerre en Syrie, oui, en Libye, vous pensez que ça tombe du ciel. Non, oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui avaient théorisé ce qui devrait être fait contre ces pays-là. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la question ukrainienne, allez lire le rapport de la Rand Corporation de 2019. Bien sûr.
C'est frappant, ils ont tout prévu. Le problème chez nous, encore une fois, quand je parle de déficit de pensée stratégique, c'est justement ce dont il parle. Maintenant, pour ce qui est de la formation, encore une fois, il est essentiel d'avoir la vision de ce que vous voulez. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Vous pouvez envoyer vos enfants aller étudier aux États-Unis ou ailleurs. Apprendre et revenir, justement, appliquer chez vous, mais selon des codes qui sont les vôtres, selon des objectifs qui sont les vôtres. La Chine l'a fait. Oui. Vous savez, quand on parle des grands scientifiques américains au cœur de l'intelligence artificielle, regardez leur visage. Ce sont des Chinois d'origine pour la plupart. Ce sont des Asiatiques d'origine pour la plupart. En fait, le problème, c'est qu'il faut définir des priorités en fonction d'une vision qu'on a. Et la connaissance, encore une fois, c'est comme les peuples d'Afrique, elle est plurielle. Ouais. Dans la mesure où vous avez des champs, des domaines spécifiques qui sont essentiels, qui méritent d'être étudiés en Occident. Nous sommes en retard. Sur le plan technologique, par exemple. Cela ne veut pas dire qu'apprendre en Occident, nous allons venir chez nous juste copier, coller. Non. Vous pouvez copier et puis l'adapter à vos réalités en fonction des objectifs que vous êtes assignés. Dans le principe du benchmarking. Exactement, c'est exactement ça. Parce que il y a la notion d'imitation différentielle. Exactement. C'est elle qui précède l'innovation. Et d'ailleurs, regardez là, excusez-moi professeur, regardez à l'époque de la guerre froide. Qui est-ce que les Américains surveillaient plus pendant la guerre froide? C'était les étudiants chinois et autres. Et encore aujourd'hui, on le voit. Quand Trump s'en prend aux étudiants chinois, les gens pensent qu'il est fou. Non, il comprend que à travers l'ouverture américaine, les Chinois ont saisi la perche, ils se sont engouffrés, ils ont infiltré le camp ennemi, ils ont appris de l'ennemi et ils ont utilisé les armes de l'ennemi contre l'ennemi ou l'adversaire. Patrick Mbeko. Ne sommes-nous pas capables de le faire? Oui. Moi, ce qui m'inquiète, et là je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas. Bon, après chacun le droit, je respecte le choix des uns des autres, mais vous venez en Occident. Parce que nous, il y a le culte du diplôme qui est très fort chez nous, surtout chez les francophones. Le culte du diplôme. Pour qu'on dise tout simplement... Il a le doctorat. Je suis docteur en... Bon, il a fait sa thèse sur Balzac. Bon, peut-être que ça peut apporter quelque chose. Non, mais c'est vrai. Et c'est sérieux. Et c'est le problème que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a ce complexe-là qui ne repose sur rien, que sur du vent. J'ai un doctorat en philosophie, j'ai un doctorat en ceci, mais qu'est-ce que cela apporte? Je voudrais ajouter quelque chose... par rapport à ce qui se disait il y a quelques instants. Ce qu'on qualifie que la Chine a fait, c'est d'abord le Japon qui a fait ce qu'on appelle le reverse engineering. Parce que moi, je suis ingénieur, je travaille dans ces domaines. Et à cette époque-là, le Japon prenait des machines et disait, mais écoutez, ces machines, en les désossant, mais le circuit ou l'architecture telle que vous l'avez configurée n'est pas optimale. Il faut... N'est-ce pas? Il y a une autre façon de pouvoir faire les choses, etc. Regardez, par exemple, les voitures Toyota qui étaient en Afrique, alors que Peugeot était sur ce marché-là. Les routes africaines n'étaient pas correctement bitumées. Nous avions des problèmes de suspension. Les Japonais sont arrivés à concevoir, n'est-ce pas, un mécanisme qui permettait aux voitures d'être tout-terrain pour résoudre le problème. Voyez-vous? Donc, en fait, l'avantage au dernier entrant est un avantage dont l'Afrique peut tirer complètement parti. Mais au préalable, faudrait-il que nous ayons une volonté de dire qu'il y a un problème stratégique. Dès lors qu'il y a un problème stratégique, on va se poser des questions de la vision. Où voudrait-on aller? Où peut-on songer aller? Où va-t-on? Mais ce qui est essentiel, c'est l'éducation. Oui, l'éducation. Mais alors, pour l'éducation, je voulais dire quelque chose qui me paraissait fondamental. C'est que la plupart des dirigeants chinois, la grande partie, sont des ingénieurs, sont des scientifiques. Bien sûr. Il faut le savoir. Si bien qu'ils sont tout le temps impliqués dans le processus de l'adaptation technologique par rapport aux enjeux. Sont chez eux. Nous avons une chance dans le cadre du rattrapage technologique. Ce que nous devons faire, et d'ailleurs j'y travaille, parce que quand vous voyez, par exemple, on a parlé du modèle de Singapour pour l'évaluation des mathématiques, etc., nous pouvons enseigner. J'ai conçu un ouvrage de mathématiques où je prends l'élève à partir du CM2, n'est-ce pas, où je l'amène en première année d'université, en moins de 200 pages, sur des principes fondamentaux, tout simplement, de savoir que moins par moins donne plus. C'est aussi intéressant. C'est assez important. Nous devons maîtriser les calculs de structure, la physique, la chimie, les mathématiques.
essentiellement, ce sont les mathématiques. Nous devons passer. L'enjeu numéro 1, c'est les mathématiques. Ouais. Professeur, ce que vous soulevez comme problème est fondamental. La question a toujours été celle de savoir, le dirigeant africain comprend-il les enjeux qu'il y a derrière les sciences, comme dit exactes, les sciences pures? Ce sont elles qui sont à la base de la technologie. Parce que si les uns et les autres ne comprennent pas pourquoi nous insistons tant, émission après émission, sur l'éducation, c'est parce que, déjà, premièrement, nous sommes des éducateurs. Et nous avons compris les enjeux de la connaissance. Tout ce que nous avons, le monde est dirigé aujourd'hui par les sachants. Ouais. Ceux qui savent dirigent. Et ceux qui ne savent pas sont dirigés. Oui. Donc, vous ne pouvez pas demander aux Africains aujourd'hui de devenir subitement des dirigeants alors qu'ils n'ont pas fini d'apprendre. Oui. Et les enjeux qui sont les nôtres, les enjeux d'accès à la connaissance, sont d'autant plus fondamentaux qu'il s'agit même de la survie de l'homme noir dont parlait mon frère à ma droite, la survie de l'homme noir dont parlait le professeur Johnson, la survie de l'homme noir, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de racialisation du débat, c'est une question de la réalité fondamentale. Vous avez parlé tout à l'heure du choc de civilisation de Occident. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ceux qui ne comprennent pas que la guerre est réelle, la guerre entre leadership alternative au leadership actuel est féroce et elle passe par la maîtrise de la technologie. Même la guerre physique sur le terrain que mènent les militaires est aujourd'hui essentiellement basée sur des hautes technologies. Absolument. Quelqu'un peut se poser à 10 000 pieds et vous bombarder chez vous. Oui. Et d'ailleurs, pour vous compléter... La Chine vient de concevoir un radar quantique qui permet justement de voir l'invisibilité. Sans être détecté, bien Vous sûr. avez dit tantôt que les Africains n'ont pas encore fini d'apprendre. Moi, je pense qu'il y a des Africains qui ont fini d'apprendre, mais ils ont mal appris. Et il y a ceux qui ont appris qui ne sont pas considérés. Oui. C'est un problème que nous avons. Oui. Écoutez, je vous donne un exemple. Nous avons une diaspora importante. La diaspora africaine, elle est très importante. Nous avons Et des qualitative. gens- Et qualitative. Que font les États africains par rapport à cette diaspora? Rien. Or, moi, j'ai fait un peu tout ce qui s'intéresse à la diplomatie, stratégie et renseignement. Moi, quand je vois un jeune Africain qui a une formation qui est très bon dans son domaine, moi, ça m'interpelle automatiquement. Et je me mets à la place de l'occidental qui est dans la même prédisposition psychologique que moi. Qu'est-ce que je fais? Je le recrute. Oui, Je le et c'est ce qui se fait. Si les Allemands, on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vaincu les nazis, ils ont recruté les nazis pour construire le système militaire, l'industrie militaire, pour construire en partie l'industrie militaire américaine. C'est pour dire que, en fait, quand on revient à la question de la vision, justement, avoir une vision globale des enjeux auxquels le continent est confronté. Quand on a une diaspora qualitative, en tout cas des gens qui sont formés, qu'on n'utilise pas, il y a un problème. Or, les Chinois, ils le font. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui... C'est ce que les Japonais ont fait avec la révolution Meiji. Hein. Mais exactement. C'est-à-dire que les gens, chez nous, il y a un problème terrible. Aujourd'hui, cette émission, il y a des gens qui vont suivre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais eux, ils ne font que papoter. Oui. Parce que les Africains pensent qu'il faut agir avant de réfléchir. Non, il faut Or, faire l'inverse. Et je dis toujours que, si vous alors, regardez la somme, et si je chute là, la somme des travaux, et je parle sous le contrôle du professeur, qui sont faits sur le plan géopolitique et géostratégique sur le continent, à l'extérieur du continent. Pas des non-africains. Par des non-africains, sur les questions africaines, Africaines. vous allez être C'est choqués. ahurissant. Vous qui êtes enseignant, Oui. s'il vous plaît, messieurs, Oui. quand nous accédions à l'indépendance dans les années 60, l'espérance de vie de l'Africain était autour de 49 ans, 50 ans, 50 et quelques ans, à peu près. Mais admettons que c'est un peu plus, d'ailleurs, puisque il y a des disparités. Oui. Comment se fait-il qu'on adopte un système éducatif où tu passes 6 ans au cours primaire, 7 ans au cours secondaire, ça fait 13 ans si tu es intelligent, s'il n'y a pas des années blanches, 4 ans à l'université, là aussi il faut être... Ça fait 21 ans. Comment quelqu'un... Que généralement, vous avez passé à ne rien apprendre de concret. Tu fais 21 ans, 25 ans à étudier, tu sors, non seulement tu n'as pas appris grand-chose, mais quand tu es intégré à la fonction publique, tu n'as pas la chance de faire les 30 ans avant de mourir, avant de jouir de ta retraite. Oui. Et personne n'a pensé la remise à plat d'un tel système. Mais parce que ce système a été conçu par d'autres personnes que les Africains concernés. Oui, mais... Regardez les manuels scolaires, le contenu, il vient d'où? Il y avait des maisons d'édition ici, professeurs, qui étaient spécialisées, les Hatier et tout ça, je ne les cite pas, qui étaient spécialisés pour envoyer
appelons ça, pour rester poli, des nullités aux Africains. Oui. Mamadou et Binetou, oui. Tout ça. Donc, en fait, pendant que les enfants d'autres contrées du monde étudient les choses essentielles, apprennent les choses essentielles. Et surtout pratiquent, qui résolvent les problèmes de la vie au quotidien. Depuis combien de temps on se plaint du paludisme en Afrique? Oui. Combien de personnes sont tuées par le paludisme chaque jour en Afrique, chaque année? Pourtant, on a des laboratoires, on a des facultés de sciences, des facultés de médecine. Oui. On a des CPU, on a tout ce qu'il faut. Et nos parents continuent toujours de labourer avec la daba. Non, mais c'est-à-dire, vous savez, à chaque fois, notre discussion, j'utilise le terme de d'hystérèse. L'hystérèse, effectivement, c'est la mémoire, hein, la traçabilité. Vous voyez, l'aimant, ou bien prenons, je vais vous donner cet exemple. Prenez un ressort. Oui. Vous pincez le ressort, vous lâchez le ressort, il retourne à sa place. Oui. C'est la mémoire. Donc, la mémoire de la colonisation, elle est là. Les strates sont là. Oui. Donc, il faut pouvoir quitter cette trappe dans laquelle nous sommes englués. C'est en cela que M. Mouélé a raison de dire il faut savoir qui nous sommes. Il faut savoir qui nous sommes. Mais alors, pour faire savoir qui nous sommes, il faut avoir la volonté de dire je vais faire tabula rasa et pour dire maintenant je vais renaître par rapport aux contraintes qui se posent. Un dernier point très rapidement pour finir cette émission, puisqu'on m'annonce que le temps qui nous est imparti est terminé. C'est un point important. Il ne faut pas être naïf non plus. Équilibrons les choses. Vous avez parlé d'avantages technologiques, c'est évident. Ce n'est pas une vue d'esprit. Ils l'ont par rapport à l'Afrique. Nous avons parlé de contrats asymétriques, de partenariats asymétriques. Comme nos économies sont des économies extraverties, c'est-à-dire destinées à alimenter d'autres économies, et pas nos propres économies, et pas nos propres réalités, qu'est-ce qu'on fait quand les multinationales viennent avec leurs millions pour faire l'exploration? Parce que c'est ça l'enjeu aussi. Nous n'avons pas les moyens pour faire l'exploration, ça suppose des moyens lourds, des industries lourdes, des moyens technologiques lourds. Savoir s'il y a du pétrole ici, ça coûte de l'argent, ce que nous n'avons pas. Comment on fait? Et donc l'autre, il se dit, c'est moi qui prends les risques. Je dépense 100 millions d'euros pour me rendre compte qu'au fond, le petit gisement d'or que j'ai dans le sous-sol là ne vaut pas la peine, n'est pas rentable. Ou bien je découvre le pétrole. Bon, si je prends 10 ans à faire l'exploration, je découvre le pétrole, je ne peux pas te donner, je ne peux pas faire 50-50. Ça, au moins, on peut être d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui devait être le choix? Qu'est-ce que nous, on devait faire? Ça, c'est une question bénie pour moi, ça. Mais je laisse, c'est une question bénie. Moi, je pense que tout ce que l'on fait dépend des priorités que l'on s'est fixées. Et puis, nous devons avoir la culture de travailler sur le court, le moyen et le long terme. Nous avons un problème, nous aimons travailler sur le court terme. Quand j'investis, c'est pour maintenant, c'est pour moi. Les Occidentaux et les autres investissent pour l'avenir. Et ça fait toute la différence. Et puis, quand vous négociez avec une multinationale, c'est en fonction de vos intérêts. Il est vrai que c'est la multinationale qui va apporter les fonds, mais la terre reste la vôtre quand même. Donc, si elle accepte de prendre le risque, ce n'est pas pour rien. Et si vous acceptez aussi de donner votre terre, ce n'est pas pour rien. Bon, s'il y a des explorations et tout ça, et puis au final, on ne trouve rien. Mais ça fait partie des affaires, ça fait partie du risque. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'ils vont risquer, il faut tout leur accorder. Et c'est là où le débat devient biaisé. Et c'est là où on nous enferme aussi. C'est un piège de mon point de vue. On vous dit, oui, mais nous, ça c'est vrai. Moi j'ai un cousin qui est PDG d'une grande multinationale minière. Okay? Il le dit. Il dit, on prend le risque. Oui, ce n'est pas l'État qui prend le risque. C'est ça. Il n'en demeure pas moins que ça fait partie des affaires. Et il faut négocier en fonction de cela. Pas simplement de dire que l'autre définit le narratif des affaires en fonction de quel vous allez négocier. Et cela vous coince d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser. Il faut négocier de manière équilibrée. Parce que s'ils trouvent, quand les multinationales viennent, c'est pour investir à moyen et à long terme. Donc, généralement. Il faut revoir ce qu'ils appellent les CPP, les contrats de production partagée. Absolument. Oui. Mais en fait, ça relève de la définition d'une politique industrielle, là encore. Il n'y a rien de nouveau. Ça a été déjà étudié, tout cela. On dit, j'ai l'impression qu'on réinvente la roue. C'est une politique industrielle. C'est-à-dire, je fais quoi? Bien sûr. J'ai de l'or, j'ai du pétrole, mais je n'ai pas les moyens
pour l'explorer ou pour l'exploiter. Mais bien sûr que quand je dis ça relève d'une politique industrielle, s'il y a des mécanismes qui permettent les négociations sur la théorie des enchères, on sait le faire, ça. On sait le faire pour définir comment on va le faire. Et la meilleure façon, c'est la mise en concurrence des acteurs par rapport à l'exploration préalable. Alors que le problème qui se pose, c'est qu'on donne du monopole d'entrée du jeu. Donc, si on donne le monopole, c'est qu'on n'a pas fait une cartographie des acteurs et de regarder comment les processus doivent être traités. Le mieux Or, c'est traité. Ça relève d'une politique industrielle avec une vision bien déterminée sur la chaîne de valeur. Ces travaux-là ont été faits par Michael Porter, économie industrielle, etc., etc. C'est des trucs classiques qu'on connaît depuis plus de les années 80. Les années 80. Là, Thierry, il en est bien conscient. Non, le problème, permettez-moi de le dire, il faut dire d'abord, a-t-on la volonté de se prendre en charge dans le cadre d'une survie de notre race relativement au patriotisme? Merci, professeur. Merci, nous allons donc clore cette émission. Je voulais juste en 2 secondes dire que sur le plan microéconomique, nous avons un modèle stratégique qu'on appelle le business model et qu'on voit, ça s'appelle normalement le modèle stratégique, et qu'on voit normalement sur une cartographie de 9 points. Si vous n'avez pas la maîtrise de ces 9 points, au moins déjà sachez qui est votre partenaire et quelles sont les activités principales que vous concédez à votre partenaire. Merci. Et si le partenaire a plus de 45%, ça veut dire que c'est lui qui contrôle votre initiative stratégique. Donc vous ne pouvez rien faire sans lui. Or, puisque nous bouclons la chose, nous sommes là sur la question de la négociation, sur la question partenariale. Or, la stratégie de développement des Africains, notamment au sud du Sahara, depuis les années 60, a été basée sur le modèle partenarial en laissant l'initiative stratégique aux partenaires. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes aujourd'hui et c'est ça qu'il faut renverser. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes optimiste. Moi, je reste optimiste. Oui, mais moi aussi. En fait, il faut être optimiste. Vous êtes optimiste, pas dépit. Non, je suis optimiste et réaliste. C'est surtout ça. Et puis, pour juste conclure, il ne faut pas non plus oublier qu'en Occident, parce que la question des multinationales, on la retrouve aussi dans les pays occidentaux même, où les multinationales sont d'une puissance inouïe. Oui, je suis au Canada, plus forte que les États. Il y a un ministre qui a dit clairement que les multinationales sont plus fortes que l'État. Pourquoi? Merci. Malheureusement, on est... Je voulais dire quelque chose, permettez-moi juste pour abonder. Le Botswana, ce matin, a décidé, aux informations, de contrôler le capital de Beers, qui détient à peu près plus de 70%. Le diamantaire sud-africain. Voilà. Ils ont décidé non, parce que nous n'avons pas la maîtrise. Ça constitue, les diamants constituent 30% de notre budget national, et nous n'avons pas la maîtrise de la valeur ajoutée qui se fait post-extraction. Donc je vais racheter le capital de Beers pour avoir le contrôle total. Tout à fait. Mathématicien, économiste David Asiba Johnson, Thierry Mouelet II, historiographe, enseignant, chercheur, Patrick Mbeko, géopolitologue, écrivain. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour, on l'a vu, a été consacré à un thème très, très important. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Je rappelle que NCA est désormais sur Bouquet Canal+, Canal 573. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.